Ami, l'enfant des étoiles. Enrique Barrios. Brève chronique d'un succès littéraire. Inlassable globe-trotter, Enrique Barrios a vécu en août 1985 une apparition d'OVNI qui l'a profondément marqué et inspiré pour écrire le récit de cet enfant de l'ère du Verseau. Il exprime les idéaux d'une nouvelle génération qui comprend la joie, la simplicité, l'optimisme et la pureté de la vraie spiritualité. Enrique Barrios nous parle passionnément de sauver la planète à travers le dialogue entre les deux personnages principaux au cœur d'enfant, Ami, A-M-I, et Pedrito. La loi fondamentale de l'univers est l'amour, et la Terre n'est qu'un seul pays. Ami parle de tout cela. Union, paix, étoile et amour. Ami, l'enfant des étoiles. Lorsque les peuples ne feront plus qu'un et que les royaumes s'uniront pour servir l'amour. Psaume 102.22. Ils transformeront leurs épées en bêches et leurs lances en faucilles. Les nations fraterniseront et les guerres disparaîtront. Isaïe 2.4. Et mes élus auront la terre en héritage, et mes serviteurs y habiteront. Isaïe 65.9. Avertissement. À l'intention des adultes seulement. Ne continuez pas à lire, ce livre ne vous plaira pas. Il ne renferme que du merveilleux. Il est dédié aux enfants de tout âge et de toute race de cette belle planète ronde, à ses futurs héritiers et bâtisseurs d'une nouvelle terre sans division entre frères. Début du livre. Ami, l'enfant des étoiles. À 10 ans, il est difficile d'écrire un livre. À cet âge, on ne comprend pas grand-chose à la littérature. Et elle ne nous intéresse pas particulièrement. Mais je dois le faire parce que Ami m'a dit que si je voulais le revoir, je devais relater dans un livre tout ce qui m'avait fait vivre à ses côtés. Il m'a prévenu que très peu d'adultes me comprendraient, parce qu'ils ne croient plus au merveilleux. Ils admettent plus facilement ce qui est horrible. Pour m'éviter des problèmes, il m'a recommandé de dire que ce livre est un récit fantaisiste, une histoire pour enfants. Je vais suivre son conseil. Donc ceci est un conte. Ce livre est offert par venerabilisopus.org, dédié à préserver le riche patrimoine culturel et spirituel de l'humanité. Chapitre 1. Première rencontre. Tout débuta un après-midi de l'été dernier, dans une station balnéaire de la côte où ma grand-mère et moi allions presque chaque été. Cette année-là, ma grand-mère avait loué une petite maison de bois tout près de la mer, en bordure du sentier qui menait à la plage. Dans la cour arrière, les grands pins, les bols d'eau nous fournissaient de l'ombre, et nous sentions la bonne brise, même lorsque le soleil était ardent. Devant la maison, les plates-bandes de fleurs charmaient de leurs couleurs. La saison tirait à sa fin, et nous restions presque seuls à la mer car les estivants étaient maintenant retournés chez eux. Ma grand-mère aimait se rendre à la mer dès les premiers jours de mars. Elle disait que c'était les plus tranquilles et moins dispendieux. Le jour commençait à tomber, et la plage était déserte. J'étais déjà installée sur une haute roche. C'est de là, sur mon observatoire, dans un coin plutôt retiré et tranquille, que j'aimais contempler la mer à cette période de la journée. Je pouvais observer tout à mon aise les oiseaux qui piaillaient et les vagues qui venaient se briser sur la plage déserte. Soudainement, je vis dans le ciel une lumière rouge, juste au-dessus de moi. Je crus que c'était un feu de Bengale ou une fusée, comme celle qu'on lance à l'occasion du Nouvel An. La chose descendait, en changeant de couleur et en lançant des étincelles. Lorsqu'elle fut assez basse, je compris que ce n'était ni un feu de Bengale ni une fusée, car elle allait toujours en s'agrandissant. Elle en vint à avoir la taille d'un petit avion
et même plus. Là, devant moi, cette chose tomba à la mer, à une cinquantaine de mètres du rivage, sans émettre aucun son. Croyant être témoin d'un désastre aérien, je cherchais du regard un parachutiste dans les airs. Il n'y en avait pas. Rien ne perturbait ni le silence, ni la tranquillité de la plage. J'avais très peur, et je voulais courir à toute vitesse pour tout raconter à ma grand-mère. Mais j'attendis un peu pour voir si j'apercevais encore autre chose. Juste au moment où j'allais partir, j'aperçus une forme blanche qui flottait à l'endroit où était tombée la chose. En avion peut-être. C'était quelqu'un qui venait à la nage vers les rochers. Croyant qu'il s'agissait du pilote qui avait survécu à l'accident, j'attendis qu'il se rapproche afin de l'aider dans la mesure du possible. Comme il nageait avec souplesse, je compris qu'il n'était pas blessé. Lorsqu'il fut plus près, quelle ne fut pas ma surprise de constater que c'était un enfant. Il s'approcha du rocher et avant d'y monter, il me regarda avec un air sympathique. Je crus qu'il était heureux d'avoir la vie sauve. Comme la situation me paraissait pas dramatique pour lui, mes inquiétudes se dispersèrent. Cependant, je fus définitivement rassurée lorsqu'il arriva près de moi, et après s'être secoué, il me sourit. Son visage était celui d'un enfant, et reflétait la bonté et la bienveillance. Il s'assit sur le rocher, soupira avec résignation, et se mit à regarder les étoiles qui commençaient à scintiller dans le ciel. Il avait à peu près mon âge, était un peu plus mince et un peu plus petit. Il était vêtu d'une combinaison blanche comme celle des pilotes. Elle devait être de plastique, car elle n'était pas trempée. Elle se terminait par une paire de bottes blanches, aux semelles épaisses. Un emblème doré ornait sa poitrine, un cœur ailé à l'intérieur d'un cercle. Une belle grosse boucle ornait le centre de sa ceinture dorée. On pouvait y voir suspendus de chaque côté des genres de petites radios portatives. Je m'assis à côté de lui, et nous demeurâmes silencieux un bon moment. Comme il ne parlait pas, je lui demandai finalement ce qui était arrivé. Atterrissage forcé, répondit-il en riant. Je trouvais sympathique cet enfant aux grands yeux doux. Son accent étrange me fit supposer qu'il était venu en avion d'un autre pays. Étant donné qu'il n'était qu'un enfant, j'en conclus qu'il ne pouvait pas être le pilote, car les pilotes sont de grandes personnes. Je lui demandai donc: Qu'est-il arrivé au pilote? Bah rien, je suis assis à côté de toi. Ah! J'étais vraiment émerveillée. Cet enfant est un champion, il avait mon âge, et déjà il pilotait un avion. Ses parents devaient certainement être riches. La nuit tombait et j'avais froid. Il s'en rendit compte car il me demanda: Tu as froid? Oui. Il ne fait pas froid, me dit-il souriant. C'est vrai. Je sentis que réellement il ne faisait pas froid. Après quelques instants, je lui demandai: Que vas-tu faire? Accomplir ma mission, me répondit-il sans cesser de regarder le ciel. J'avais l'impression d'avoir devant moi un enfant important, pas un simple écolier en vacances comme moi. Il avait une mission, peut-être même une mission secrète. Je n'osais pas lui demander de quoi il s'agissait. N'es-tu pas désolé d'avoir perdu ton avion? Il n'est pas perdu. Sa réponse me laissa perplexe. Il n'est pas perdu, il n'est pas complètement détruit. Non. Est-ce que tu peux le sortir de l'eau pour le réparer, ou est-ce impossible? Ah oui, il peut être sorti de l'eau. Il me regarda amicalement et ajouta: Comment t'appelles-tu? Pedro. Quelque chose commençait à m'agacer. Il ne répondait pas vraiment aux questions que je lui posais et cela me déplaisait. À mon avis, il se rendit compte de ma contrariété et cela l'amusa. Ne te fâche pas, Pedro, ne te fâche pas. Quel âge as-tu? 10 ans, presque. Et toi? Il se mit à rire doucement. C'était comme le rire d'un petit enfant qu'on chatouille. Je croyais qu'il voulait m'en imposer parce qu'il était pilote d'avion et que moi je l'étais pas. Cela aussi me déplut. Cependant, je dois bien avouer que je le trouvais sympathique et agréable. Je ne pouvais pas vraiment me fâcher contre lui. Je suis plus âgé que tu peux le croire, répondit-il en souriant. Il sortit de sa ceinture un appareil qui ressemblait à une radio à piles, une sorte de calculatrice de poche.
Il le mit en marche, et des signaux lumineux, inconnus pour moi, apparurent. Il fit certains calculs, et en voyant la réponse, me dit en riant: Non, non, si je te le disais, tu ne croirais pas. C'était maintenant la nuit, et une magnifique pleine lune illuminait toute la plage. Je regardais soigneusement son visage. Il ne pouvait avoir plus de 8 ans. Cependant, il était pilote d'avion. Serait-il plus âgé? Serait-il un nain? Crois-tu aux extraterrestres? Me demanda-t-il à l'improviste. J'attendis un bon moment avant de répondre. Il me regardait avec des yeux pleins de lumière. On aurait dit que les étoiles de la nuit se reflétaient dans ses pupilles. Il paraissait trop mignon pour être réel. Je me rappelais de l'avion en flammes, son apparition, sa calculatrice avec des signes étranges, son accent, son uniforme. De plus, c'était un enfant, et les enfants ne pilotent pas les avions. Es-tu un extraterrestre? Demandai-je craintivement. Et si je l'étais, cela te ferait peur? C'est à ce moment-là que je compris qu'il venait d'un autre monde. J'eus un peu peur, mais son regard était rempli de bonté. Es-tu méchant? Demandai-je timidement. Ma question l'amusa beaucoup. Tu es peut-être plus méchant que moi. Mais pourquoi? Parce que tu es un terrien? Es-tu vraiment un extraterrestre? N'aie pas peur, dit-il en souriant pour me rassurer. Il pointa la main en direction des étoiles en disant: Cet univers est rempli de vie. Des millions et des millions de planètes sont habitées. Il y a beaucoup de bonnes gens là-bas, en haut. Ces paroles produisirent un effet étrange sur moi. Lorsqu'il disait ces choses, je pouvais voir des millions de mondes habités par des gens qui sont bons. Ma peur disparut. Je décidai alors d'accepter sans m'inquiéter le fait qu'il était un être d'une autre planète. Il semblait amical et inoffensif. Pourquoi dis-tu que nous sommes méchants, nous les terriens? Tout en continuant de regarder le ciel, il dit: Comme le firmament est beau vu de la terre, cette atmosphère lui donne un éclat, une couleur. Encore une fois, il n'avait pas répondu à ma question. Je me sentis offusquée de nouveau. Par contre, je voulais pas qu'il me croie méchant, car je ne me suis pas. Au contraire, à cette époque, je rêvais que lorsque je serais grand, je deviendrais explorateur et que je chasserais les méchants dans mes moments libres. Là-bas, dans les Pléiades, il y a une civilisation merveilleuse. Nous ne sommes pas tous méchants ici. Regarde cette étoile. Elle était ainsi il y a 1 million d'années. Maintenant, elle n'existe plus. J'ai dit que nous ne sommes pas tous méchants ici. Pourquoi dis-tu que tous les terriens sont méchants? J'ai pas dit cela, répondit-il, sans cesser de contempler le ciel. Son regard brillait. C'est un miracle. Oui, tu l'as dit. Comme j'avais élevé la voix, j'avais réussi à le sortir de sa rêverie. Il me fit penser à une de mes cousines lorsqu'elle regarde la photo de son chanteur préféré. Elle est folle de lui. Il me regarda avec attention, mais il ne semblait pas fâché contre moi. J'ai voulu dire que les terriens semblent être moins bons que les habitants de certains autres mondes de l'espace. Tu vois? Tu dis que nous sommes les êtres les plus pervers de l'univers. Il commença à rire et me caressa les cheveux en disant: Je ne veux pas dire ça non plus. Je retirai ma tête, cela m'agaçait encore plus. Je n'aime pas qu'on me prenne pour un idiot car je ne le suis pas. Je suis un des premiers de ma classe. De plus, j'aurai bientôt 10 ans. Si cette planète est si méchante, que fais-tu ici? As-tu vu comment la lune se reflète dans la mer? Il continuait à ne pas s'occuper de moi et à changer de sujet de conversation. Es-tu venu pour me dire de regarder le reflet de la lune? Peut-être. Te rends-tu compte que nous flottons dans l'univers? Lorsqu'il m'a dit cela, la vérité m'apparut. Cet enfant était fou, bien sûr. Il se croyait un extraterrestre. C'est la raison pour laquelle il parlait des choses tellement étranges. Je voulus rentrer à la maison. Je me sentis de nouveau contrariée d'avoir cru ces histoires fantastiques. Il s'était payé ma tête. Un extraterrestre. Et je l'avais cru. J'étais furieux contre moi-même. Non seulement contre moi-même, mais aussi contre lui. J'avais envie de lui donner un bon coup de poing sur le nez. Pourquoi? Était-il si vilain, mon nez? J'en avais la chair de poule. Il semblait qu'il avait lu dans mes pensées. Je le regardais, il souriait, victorieux.
Je refusai de capituler. Je voulais croire que c'était purement un hasard, une coïncidence, entre ce que j'avais pensé et ce qu'il avait dit. Je ne lui ai pas laissé voir ma surprise. C'était peut-être la vérité, mais il me fallait que je vérifie. Peut-être était-il vraiment un être d'un autre monde, un extraterrestre qui pouvait deviner les pensées. Je décidai donc de lui faire passer un test. Je pensais intensément à un gâteau d'anniversaire et je lui dis: « À quoi est-ce que je pense maintenant? N'es-tu pas satisfait des preuves que tu as déjà? » Je n'étais pas disposée à céder d'un millimètre. Quelle preuve? Il étira ses jambes et appuya ses coudes sur le rocher. Regarde, Pedro. Il y a d'autres sortes de réalités, d'autres mondes plus subtils, avec des portes subtiles pour les intelligences subtiles. Que signifie subtil? Avec combien de chandelles? Dit-il en souriant. Ce fut comme un coup à l'estomac. J'en eus le souffle coupé. Je me sentis idiot et maladroit. Je le priai de m'excuser. Mais il continuait à rire sans s'occuper de moi. Je pris alors la résolution de ne plus douter de lui. Chapitre 2. Pedrito s'envole. Viens avec moi, lui proposai-je, car il est déjà très tard. Nous n'incluons pas les adultes dans notre amitié, conseilla-t-il. Mais je dois partir. Ta grand-mère dort profondément. Elle ne remarquera pas ton absence si nous prenons un moment pour parler. Encore une fois, il a suscité en moi la surprise et l'admiration. Comment était-il au courant pour ma grand-mère? Bien sûr, c'est un extraterrestre. Veux-tu la voir? De mon vaisseau, je l'ai vue sur le point de s'endormir, répondit-il d'un ton espiègle, et il ajouta avec enthousiasme: Allons nous promener sur la plage. D'un bond, il se mit debout, courut jusqu'au bord de la grande roche et s'élança vers le sable de la plage. Il descendait lentement, en planant comme une mouette. Décidément, rien ne devait me surprendre de la part de ce joyeux enfant des étoiles. À mon tour, je descendis de la roche, de mon mieux, en prenant beaucoup de précautions. Pensant à son incroyable vol plané, je lui demandai: Mais comment as-tu fait ça? Je me suis senti comme un oiseau, tout simplement. Il se mit à courir, allègrement sur le sable de la plage sans aucun but apparent. J'aurais aimé pouvoir en faire autant, mais je ne le pouvais pas. Oui, tu le peux. Il avait de nouveau capté ma pensée. Il se plaça à côté de moi pour m'encourager et dit: Courons et sautons comme des oiseaux. Il me prit alors par la main et je ressentis une grande énergie. Nous commençâmes à courir sur la plage. Maintenant, sautons! Il parvenait à s'élever beaucoup plus haut que moi et il m'a tiré vers le haut avec sa main. Il semblait pouvoir voler dans les airs quelques instants. Je continuai à courir et par intervalles nous sautions. Nous sommes des oiseaux, nous sommes des oiseaux! Il m'encourageait et me stimulait. Et peu à peu, j'ai cessé de penser comme à l'habitude. Je changeais. Je n'étais déjà plus moi-même. Encouragée par mon ami extraterrestre, je me persuadais que j'étais léger comme une plume. Et j'acceptais, peu à peu, d'être un oiseau. Maintenant, montons! Nous commencions réellement à nous maintenir dans les airs durant quelques instants. Nous descendions doucement. Nous poursuivions notre course pour nous élever de nouveau. Chaque fois, nous montions un peu plus haut, et à chaque fois, cela me surprenait. Ne sois pas surpris, tu le peux, maintenant! À chaque tentative, il m'était plus facile d'y parvenir. Nous allions courant et sautant comme au ralenti sur le rivage, sous un soleil éclairé par la lune, et une multitude d'étoiles. C'était une autre façon d'exister, c'était un autre monde. Vive le vol plané! M'encourageait mon compagnon de jeu. À un moment, il me lâcha la main. Tu le peux, tu le peux! Du regard, il me communiquait son assurance, tout en courant à côté de moi. Maintenant! Nous nous élevions, lentement. Nous nous maintenions dans les airs, puis nous redescendions, les bras étendus, en planant. Bravo, bravo, me félicita-t-il. Je ne sais combien de temps nous avons joué cette nuit-là. Pour moi, c'était comme un rêve. Lorsque je me sentis fatiguée, je me jetai sur le sable, haletant, et riant de bonheur. Quelle formidable expérience, jamais je ne l'oublierai. Je ne lui ai rien dit, mais intérieurement, je remercie mon étrange petit ami de m'avoir fait connaître d'autres possibilités que je ne croyais pas réalisables. Cependant, je ne connaissais pas encore toutes les surprises que cette nuit-là me réservait.
Les lumières d'une station balnéaire brillaient de l'autre côté de la baie. Étendu sur le sable, baigné par la clarté de la lune, mon ami contemplait avec délice le mouvement de leurs reflets sur les eaux nocturnes. Ensuite, il me prit plaisir à regarder la pleine lune. « Quelle merveille, elle ne tombe pas. Ta planète est très belle, dit-il en riant. Je n'y avais jamais pensé auparavant. Mais maintenant qu'il me le faisait remarquer, oui, c'était merveilleux d'avoir des étoiles. La mer, la plage, et une si jolie lune suspendue là-haut. Et de plus, elle tombe pas. Et ta planète, n'est-elle pas belle ? Il soupira profondément, regardait en direction d'un point dans le ciel sur notre droite. Oh oui, elle l'est aussi. Nous le savons tous et nous en prenons soin. Je me souviens qu'il avait insinué que nous, les terriens, n'étions pas assez bons. Je crus en comprendre une des raisons. C'est que nous n'apprécions pas notre planète et nous n'en prenons pas soin. Tandis qu'eux, au contraire, ils valorisent la leur. Comment t'appelles-tu ? Ma question l'amusa beaucoup. Je ne peux pas te le dire. Pourquoi ? C'est un secret ? Allons donc, rien n'est secret. C'est seulement que ces sons n'existent pas dans ta langue. Quels sons ? Les sons de mon nom. Cela me surprit. J'avais supposé qu'il parlait la même langue que moi, mais avec un accent différent. Alors, comment as-tu appris à parler ma langue ? Je ne la parle pas et je ne la comprends pas, à moins que j'utilise ceci. Il prit un appareil attaché à sa ceinture. C'est un traducteur, entre guillemets. Cette petite boîte explore ton cerveau à la vitesse de la lumière et me transmet ce que tu as l'intention de dire. C'est ainsi que je peux te comprendre, et lorsque je veux dire quelque chose, l'appareil me fait bouger les lèvres et la langue, comme tu le ferais, enfin presque comme toi. Rien n'est parfait. Il remit le traducteur à sa place et, assis sur le sable, il se mit à regarder la mer en se tenant les genoux. Comment puis-je t'appeler alors ? Tu peux m'appeler Ami, parce que c'est ce que je suis, l'ami de tous. Et moi, je vais t'appeler Pedrito. Est-ce que ça te va ? D'accord. C'est parfait, Pedrito. Et pour sceller cette grande et nouvelle amitié, nous nous donnâmes la main. Comment s'appelle ta planète ? Impossible, encore une fois. Il n'y a pas d'équivalence de son dans ta langue, mais elle est quelque part par là. Il pointa dans la direction de quelques étoiles en souriant. Pendant qu'Amy observait le ciel, je me mis à songer aux films d'envahisseurs extraterrestres que j'avais si souvent vus à la télévision. Quand allez-vous nous envahir ? La question l'amusa. Pourquoi penses-tu que nous allons envahir la Terre ? Je ne sais pas. Dans les films, tous les extraterrestres envahissent la Terre. Ne le font-ils pas tous ? Cette fois, son rire était tellement joyeux que je me mis à rire moi aussi. Par la suite, j'ai essayé quand même de me justifier. Est-ce que tu connais la télé ? Bien sûr, la télévision. Jetons donc un coup d'œil sur un film d'envahisseurs. De la boucle de sa ceinture, il sortit un autre appareil. Il appuya sur un bouton et un écran s'alluma. C'était un téléviseur couleur avec une image extrêmement claire. Il changea les canaux avec rapidité. Dans notre région, nous pouvons seulement capter 2 canaux sur les téléviseurs, mais à ma grande surprise, cet appareil pouvait capter une multitude d'émissions. Des films, des programmes en direct, des nouvelles, des spots commerciaux, tout en différentes langues et animés par des personnes de différentes races. Les films d'envahisseurs sont ridicules, me dit Amy en riant. Combien de canaux captes-tu sur ton appareil ? Tous ceux qui sont transmis présentement sur ta planète. Mon appareil reçoit des signaux captés par notre satellite qui les amplifie. Voici une émission d'Australie, regarde. Sur son écran apparurent quelques êtres avec des têtes de pieuvres et beaucoup d'yeux protubérants, sillonnés de petites veines rouges. Ils lançaient des rayons verts contre une foule d'êtres humains terrorisés. Mon ami paraissait s'amuser beaucoup en regardant le film. Mais quelle absurdité, c'est une vraie comédie, tu trouves pas ? Ben non, pourquoi ? Parce que ces monstres n'existent que dans l'imagination désordonnée de ceux qui inventent ces films. Je n'étais pas convaincue. Depuis plusieurs années, je voyais toutes sortes d'êtres de l'espace, pervers et effrayants. Comment aurais-je pu les chasser du revers de la main ? Ici même, sur Terre, il y a des iguanes, des crocodiles, des pieuvres.
Ici même sur Terre, il y a des iguanes, des crocodiles, des pieuvres. Pourquoi il n'en existerait pas dans d'autres mondes et ne passerait-il pas dans le nôtre? Ah, ceux-là, bien sûr qu'il y en a, mais ils ne construisent pas de pistolets à rayons. Ils sont comme ceux d'ici, des animaux, ils ne sont pas intelligents. Il existe peut-être un monde où les êtres sont intelligents et méchants. Intelligents et méchants. Ami riait à gorge déployée. C'est comme si on disait bon, mauvais. Je ne comprenais pas. Et ces scientifiques fous et pervers qui inventent des armes pour détruire le monde, ceux contre qui luttent Batman et le surhomme. Ami capta ma pensée et répondit en riant. Ceux-là ne sont pas intelligents, ils sont fous. Bien, alors il est possible qu'il existe un monde de scientifiques fous qui pourraient nous détruire. À l'exception de ceux de la Terre, impossible. Pourquoi? Parce que s'ils sont fous, ils commencent d'abord par se détruire eux-mêmes. Ils ne parviennent pas à obtenir le niveau scientifique nécessaire pour quitter leur planète et partir envahir d'autres mondes. Il est plus facile de construire des bombes que des vaisseaux intergalactiques. De plus, si c'est une civilisation sans aucune bonté et qu'elle atteint un haut niveau scientifique, tôt ou tard, elle utilisera son pouvoir destructif contre elle-même, et cela bien avant de pouvoir aller dans d'autres mondes. Sur quelle planète il pourrait survivre, par hasard? Par hasard? Dans ma langue, ce mot n'existe pas. Que signifie par hasard? Je dus lui donner plusieurs exemples avant qu'il ne comprenne. Lorsqu'il y parvint, cela l'amusa. Il expliqua que tout était relié, mais que nous ne comprenions pas la loi qui unit toutes les choses, ou que nous ne voulons pas la voir. Si, comme tu le dis, il y a tellement de millions de mondes, il pourrait bien en avoir des malveillants qui parviendraient à survivre sans se détruire. Je continuai à penser à la possibilité d'envahisseurs. Ami essaya de me faire comprendre. Imagine que plusieurs personnes doivent prendre à tour de rôle une barre de fer chauffée à blanc dans leurs mains nues. Quelles seraient les probabilités que certaines d'entre elles ne se brûlent pas? Aucune, toutes se brûleraient. De la même façon, tous les méchants s'autodétruisent, à moins qu'ils ne parviennent à laisser de côté leur méchanceté. Personne ne peut échapper à la loi qui régit ce phénomène. Quelle loi? Quand le niveau scientifique, arrivé à un certain point, dépasse trop le niveau d'amour dans un monde, ce monde s'autodétruit. Il y a une relation mathématique. Niveau d'amour? Je pouvais très bien comprendre ce qu'était le niveau scientifique d'une planète, mais je ne comprenais pas ce qu'est le niveau d'amour. Certaines personnes éprouvent beaucoup de difficultés à comprendre ce qui est pourtant très simple. L'amour est une force, une vibration, une énergie, dont les effets peuvent être mesurés par nos instruments. Si le niveau d'amour d'un monde est bas, il en résulte des calamités, de la haine, de la violence, de la discorde, des guerres, etc. Un niveau dangereusement élevé des capacités destructrices. Me comprends-tu, Pedrito? Pas tellement, donc qu'essaies-tu de me faire comprendre? Je dois te dire beaucoup de choses, mais je dois le faire progressivement. Commençons par tes doutes. Je ne pouvais pas encore croire qu'il n'existait pas de monstres envahisseurs. Je lui parlais d'un film dans lequel quelques lézards extraterrestres dominaient plusieurs planètes, car ils étaient très bien organisés. Il m'expliqua. Sans amour, il ne peut exister d'organisation durable, car dans ce cas, ils doivent obliger et forcer les gens. Il se produit donc des rébellions, des divisions et de la destruction. Il y a une seule forme universelle et parfaite d'organisation capable de garantir la survivance, et elle se développe naturellement lorsqu'une civilisation se rapproche de l'amour, lorsqu'elle évolue. Les mondes qui la constituent sont évolués, civilisés, et ne font de mal à personne. Aucune autre alternative n'existe dans tout l'univers. Une intelligence plus grande que la nôtre est à l'origine de tout ça. Je n'arrivais toujours pas à comprendre. Par la suite, il parvint à mieux m'expliquer tout ça. Mais pour le moment, je continuais à avoir des doutes sur la réalité des monstres intelligents et méchants. Trop de télévision. Les monstres que nous imaginons sont à l'intérieur de nous-mêmes. Tant que nous ne les abandonnerons pas,
nous ne mériterons pas d'atteindre les merveilles de l'univers. Les méchants ne sont ni bons, ni intelligents. Et ces femmes très belles, mais méchantes qu'on voit dans les films, ou elles ne sont pas belles, ou elles ne sont pas méchantes. La véritable intelligence, la bonté, la beauté vont de pair. Tout est conséquence du même processus évolutif vers l'amour. Alors, essaies-tu de me dire qu'il n'y a pas de monde mauvais dans l'univers excepté ici sur la Terre? Bien sûr qu'il y en a. Il existe des mondes où tu ne pourrais même pas survivre une demi-heure, même ici sur la Terre. Ce fut le cas il y a 1 million d'années. Il y a des mondes habités par de véritables monstres humains. Tu vois? J'étais triomphant. Tu le reconnais toi-même, j'avais raison. C'est à ces monstres-là que je faisais illusion. Oh, ne crains rien. Ceux-là sont situés en bas, dans l'échelle de l'évolution, et non en haut. Ils habitent des mondes beaucoup plus arriérés que celui-ci, et leur intelligence ne leur permet pas de découvrir la route. Ils ne pourront donc pas arriver jusqu'ici. C'est rassurant. Alors malgré tout, nous les terriens, nous ne sommes pas les plus méchants de l'univers. Non, mais tu es l'un des plus idiots de la galaxie. Nous avons ri comme de bons amis. Chapitre 3. Ne te préoccupe pas. Que représente cette écusson que tu portes sur la poitrine? C'est l'emblème de mon travail, dit-il tout en pointant son regard vers le ciel. Es-tu au courant que là, tout près, sur une planète près de Sirius, il y a de splendides plages de couleur violette? Tu devrais y voir un coucher de soleil avec ces 2 soleils géants. Est-ce que tu voyages à la vitesse de la lumière? Il trouva ma question comique. Si je voyageais aussi lentement, j'aurais été un vieillard avant d'arriver ici. Alors, à quelle vitesse voyages-tu? En général, nous ne voyageons pas. Il serait plus exact de dire que nous nous situons. Pour traverser la galaxie d'un bout à l'autre, cela me prend... Attends. Il sortit la calculatrice de sa ceinture et effectua quelques calculs. Selon nos mesures de temps, 1 heure et demie. Et d'une galaxie à une autre, cela prendrait plusieurs heures. Mais c'est formidable! Comment y arrives-tu? Saurais-tu expliquer à un nouveau-né pourquoi 2 et 2 font 4? Non, je ne sais pas moi-même. Moi non plus, je ne peux pas t'expliquer les principes qui régissent la contraction et la courbure de l'espace-temps. D'ailleurs, ce n'est pas important. Regarde comment ces petits oiseaux glissent sur le sable. On dirait qu'ils patinent. Quelle merveille! Ami contemplait quelques petits oiseaux qui couraient en groupe sur la plage, ramassant quelques aliments que les vagues déposaient en se retirant. Je me souvins alors qu'il faisait tard. Je dois m'en aller. Ma grand-mère, elle dort encore. Je suis préoccupée. Préoccupée? C'est idiot. Pourquoi? Pré signifie avant de. Je ne me préoccupe pas, je m'occupe. Je ne comprends pas, ami. Ne passe pas ta vie à t'imaginer des problèmes qui ne sont pas encore arrivés et qui n'arriveront probablement jamais. Profite du moment présent. La vie est courte. Lorsqu'un problème réel apparaît, alors, et alors seulement, il est temps de t'en occuper. Trouverais-tu logique que nous nous inquiétions maintenant en imaginant qu'une vague géante pourrait venir nous engloutir? Il serait ridicule de ne pas profiter en paix de ce moment, de cette si belle nuit. Regarde ces oiseaux qui courent sans se préoccuper. Il ne faut pas perdre ce temps pour quelque chose qui n'existe même pas. Mais ma grand-mère, elle existe. Oui, mais là n'est pas le problème. Et ce moment n'existe-t-il pas? Ah, je suis préoccupée. Ah, t'es rien, t'es rien. Jetons donc un coup d'œil sur ta grand-mère. Il prit son appareil téléviseur et commença à le manipuler. Sur l'écran apparut le chemin qui conduisait à ma maison. C'était comme si une caméra avançait entre les arbres et les roches du sentier, le tout en couleur et illuminé comme en plein jour. Nous pénétrâmes ainsi à l'intérieur de la maison par une fenêtre et ma grand-mère apparut, dormant profondément sur son lit. On entendit sa respiration. Cet appareil était incroyable. Elle dort comme un ange, dit Amy en riant. Ce n'est pas un film.
Non, c'est en direct. Nous allons à la cuisine. La caméra traversa le mur de la chambre à coucher, et la table de la cuisine apparut avec sa nappe à carreaux. À ma place, il y avait une assiette, recouverte d'une autre assiette inversée. Cela ressemble à mon ovni, plaisanta Ami. Voyons ce qu'il y a à manger. Il manipula quelque chose sur son téléviseur, et le plat supérieur devint transparent comme la vitre. On pouvait y voir un beefsteak avec des frites et une salade. Ah! S'exclama Ami avec dégoût. Comment peux-tu manger des cadavres? Des cadavres? Cadavre de vache morte, un morceau de vache morte. De la façon dont Ami le décrivait, j'en étais dégoûtée moi aussi. Comment fonctionne cet appareil? Où est la caméra? Lui demandai-je intriguée. Pas besoin de caméra. Cet appareil focalise, capte, filtre, sélectionne, amplifie et projette. C'est simple, non? Comme par exemple, il y a d'autres lumières, mais tes yeux sont incapables de les percevoir. Cette machine les capte. Comme c'est compliqué. Pas du tout. Je me suis fait cette babiole moi-même. Toi-même? Elle n'est pas neuve. Ça fait tellement longtemps, mais j'y suis attachée. C'est un souvenir, un travail de l'école primaire. Mais vous êtes des génies? Bien sûr que non. Sais-tu multiplier? Bien sûr que oui, lui ai-je répondu. Alors, tu es un génie pour quelqu'un qui ne sait pas multiplier. Tout est question de degrés. Une radio à transistor semble être un miracle pour un aborigène vivant dans les forêts vierges. Tu as raison. Crois-tu qu'un jour nous pourrons avoir ici sur la Terre des inventions comme les tiennes? Il devint sérieux pour la première fois. Il me regarda d'un air plein de tristesse. Je ne sais pas. Comment tu le sais pas? Tu sais tout. Pas tout. Personne ne connaît le futur, heureusement. Pourquoi dis-tu heureusement? Imagine-toi, la vie n'aurait aucun sens si on connaissait le futur. Il te plairait de savoir d'avance la fin d'un film que tu regardes? Non, certainement pas. Aimerais-tu écouter une farce que tu connais déjà? Non plus, je n'y prendrais pas de plaisir. Aimerais-tu savoir d'avance quel présent tu vas recevoir pour ton anniversaire? Oh, c'est encore moins. J'aimais sa façon d'enseigner par des exemples. La vie perdrait tout son sens si on connaissait le futur. On peut seulement en envisager les possibilités. Je ne comprends pas, explique-moi. Par exemple, calculer les possibilités, les probabilités que la Terre a de se sauver. Se sauver? Mais se sauver de quoi? Comment ça, de quoi? N'as-tu pas entendu parler de la contamination, des guerres, des bombes? Ah oui, mais essaies-tu de me dire qu'ici aussi nous sommes en danger de nous autodétruire, comme dans les mondes des méchants? Les probabilités sont assez élevées. La relation mathématique entre la science et l'amour penche dangereusement du côté de la science. Des millions de civilisations comme celle-ci se sont autodétruites. Vous êtes à un tournant dangereux. J'ai eu peur. Je n'avais pas pensé sérieusement à la possibilité d'une troisième guerre mondiale ou d'autres catastrophes. Je demeurais un bon moment à réfléchir. Soudainement, il me vint une idée merveilleuse. Mais faites quelque chose! Quelque chose comme quoi? Bah, je sais pas, faire descendre 1000 vaisseaux et dire au président de ne pas faire la guerre. Quelque chose comme ça. Ami souriait devant mon innocence. Premièrement, il y aurait des milliers de crises cardiaques, à cause justement de ces films d'envahisseurs. Et nous ne sommes pas inhumains, nous ne pouvons pas provoquer quelque chose de semblable. Deuxièmement, si nous leur disions par exemple transformez vos arbres en instruments de travail, ils penseraient que c'est un plan d'extraterrestres pour les affaiblir et mieux dominer la planète. Troisièmement, supposons qu'ils parviennent à comprendre que nous sommes inoffensifs, ils n'abandonneraient pas les armes de toute manière. Pourquoi? Parce qu'ils auraient peur des autres pays. Quel pays va se désarmer le premier? Aucun. Mais pourtant, ils doivent se faire confiance. Des enfants peuvent faire confiance, les adultes non. Et encore moins les présidents, et avec raison, car certains rêvent de dominer tout ce qu'ils peuvent. Je commençais sérieusement à m'inquiéter. Je commençais alors à chercher une solution pour éviter la guerre et la destruction possible de l'humanité. Il me vint à l'esprit l'idée que les extraterrestres pourraient prendre par la force le pouvoir sur la Terre, détruire les bombes, et nous obliger à vivre en paix. Je lui en fis part. Lorsqu'il eut fini de rire,
Il me dit que je ne pouvais pas m'empêcher de penser comme un terrien. Par la force, détruire, obliger, tout cela est terrien, non civilisé, de la violence. La liberté humaine est quelque chose de sacré, autant la nôtre que celle des autres. Obliger, cela n'existe pas dans notre monde. Chaque individu est important et respecté. Par la force et détruire sont des formes de violence. Mot qui vient de violer la loi de l'univers. Alors vous ne faites pas la guerre? Je n'avais pas encore fini de poser ma question que je me sentais stupide de l'avoir fait. Il me regarda affectueusement et mettant sa main sur mon épaule me dit: Nous ne faisons pas la guerre parce que nous croyons en Dieu. Sa réponse me surprit beaucoup. Moi aussi, je croyais en Dieu, mais dans le fond, j'en étais arrivée à penser que c'était seulement les curés de mon collège qui croyaient en lui. De même que les gens de peu d'instruction, car j'ai un oncle qui est physicien nucléaire à l'université et il dit que l'intelligence a tué Dieu. Ton oncle est un idiot, dit Amy qui avait capté ma pensée. Je ne crois pas. Il est considéré comme l'un des hommes les plus intelligents du pays. C'est un idiot. Est-ce qu'une pomme peut tuer un pommier? Est-ce qu'une vague peut tuer la mer? J'avais cru. Tu t'es trompé. Dieu existe. Je me mis à penser à Dieu. Un peu honteux d'avoir douté de son existence. Écoute, enlève-lui sa barbe blanche et sa tunique. Ami riait parce qu'il avait vu mes images mentales de Dieu. Alors, il n'a pas de barbe, il se rase. Mon ami spatial se délectait de ma confusion. Celui-ci est un dieu trop terrien. Pourquoi? Parce qu'il a l'apparence d'un terrien. Veux-tu insinuer que les extraterrestres n'ont pas l'apparence humaine? Mais comment tu dis pourtant que les êtres humains des autres mondes n'ont pas de forme étrange et monstrueuse? De plus, toi-même, tu ressembles à un terrien. Amy prit une petite branche en souriant et s'en servit pour dessiner une figure humaine sur le sable. Le modèle humain est universel. Tête, tronc, extrémités. Il y a cependant de petites différences dans chaque monde. La taille, la couleur de la peau, la forme des oreilles. De petites différences. Je ressemble à un terrien parce que les gens de ma planète ressemblent aux enfants de la Terre. Mais Dieu n'a pas la forme d'un homme. Viens, allons nous promener. Nous marchions sur le sentier en direction du village et mit son bras sur mon épaule. Je voyais en lui le frère que je n'avais jamais eu. Quelques oiseaux nocturnes passaient au loin en piaillant. Amy semblait se délecter de ces sons et il respirait l'air marin. Dieu n'a pas une apparence humaine. Son visage brillait dans la nuit en parlant du Créateur. Il n'a aucune forme. Ce n'est pas une personne comme toi et moi. C'est un être infini. De l'énergie créatrice pure. De l'amour pur. Ah. Il disait cela d'une manière si jolie qu'il parvenait à me bouleverser. Ah, c'est pour ça que l'univers est si beau et si bon, dis-je. Je songeais alors à ces habitants des mondes primitifs dont il m'avait parlé, et aussi méchants de notre monde. Et les méchants? Un jour, ils deviendront bons. Il aurait mieux valu qu'ils naissent bons en premier lieu, ainsi il n'aurait pas eu de mal nulle part. Si on ne connaît pas le mal, comment peut-on apprécier le bon? Comment pourrait-on s'améliorer? Je ne comprends pas très bien. Trouves-tu cela merveilleux de voir? Je ne sais pas, je n'y avais jamais pensé, je crois que oui. Si tu avais été aveugle de naissance et que tu recouvrais soudainement la vue, alors est-ce que cela te paraîtrait merveilleux de voir? Ah oui, sûrement. Ceux qui ont connu une vie dure et violente sont ravis lorsqu'il en arrive une plus agréable. Ils la considèrent alors comme un bien inestimable. S'il n'y avait jamais eu de nuit, on ne pourrait pas jouir d'un lever de soleil. Nous cheminons sur le sentier bordé d'arbres,
et illuminé par la lune. En arrivant près de ma maison, j'y entrai silencieusement pour y chercher un chandail, puis je retournai rejoindre Ami. Nous reprîmes notre promenade tout en discutant. Ami contemplait tout pendant qu'il parlait. Les premières rues du village n'étaient pas encore en vue, ni la lumière des lampadaires publics. « Te rends-tu compte de ce que tu es en train de faire ?» me demande-t-il à l'improviste. Non, quoi? Tu es en train de marcher, tu peux marcher. Ah oui, bien sûr. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à ça? Imagine pour un moment une personne devenue invalide qui durant des mois et même des années persiste à poursuivre des exercices qui, elle l'espère, la sauveront. Et voilà qu'un jour, cette personne parvient à marcher de nouveau. Elle trouvera alors très certainement extraordinaire de marcher. Elle en sera reconnaissante et l'appréciera à sa juste valeur. Toi par contre, tu marches sans t'en rendre compte, sans en réaliser le merveilleux. Tu as parfaitement raison. Grâce à toi, je me rends compte de beaucoup de choses auxquelles je n'avais jamais songé auparavant.